Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 13 janvier dans votre matinale. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce mardi matin. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, je vous le répète régulièrement et je continuerai, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et bien démarrer sa journée. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin donc du travail ou bien des cours aussi. Et je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro, n'hésitez pas, les messages tombent sur la tablette qui est juste devant moi. Je vous rappelle que nous avons reçu ce matin dans l'invité de la matinale Élodie Pinceclou et Céline Agen du groupe d'entraide mutuelle pour adultes autonomes porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Elles portent avec ce groupement un beau projet dans les salles de cinéma pour rendre les séances accessibles à toutes et à tous. Elles nous l'ont présenté ce matin, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo en ce mardi et le ciel vendéen est plutôt nuageux ce matin, notamment sur le littoral, à compter 5 à 7 degrés. Dans l'après-midi, les conditions vont rester similaires à celles de la matinée. Les températures seront bien douces avec pour l'après-midi 10 degrés donc dans les terres et 11 degrés sur le littoral. Et en parlant du littoral, on regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. Alors, on commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer prévue ce matin, qui était d'ailleurs ce matin à 6h14. La prochaine sera à 18h56. La pleine mer, c'était cette nuit pour la première à minuit 40. La prochaine sera à 13h19. Petit coefficient pour aujourd'hui, coefficient de 35, et il n'y aura pas d'ailleurs de changement de coefficient sur l'ensemble de la journée. Ce sera également le Goix et le K, donc au niveau du passage du Goix dans le nord-ouest du département, avec là aussi un coefficient de 35. La première basse mer cette fois-ci était à 6h24 ce matin, la prochaine est prévue à 19h03. À pleine mer, cette nuit à minuit 32 pour la première et la prochaine est prévue à 13h06. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez, si vous le souhaitez, traverser le passage du Goix, c'est possible jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h46 et il se couchera ce soir à 17h43. Et nous fêtons aujourd'hui les Yvettes. Et puis un petit mot d'histoire également en ce mardi matin. Je ne sais pas si vous connaissez justement cette histoire. C'était dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le paquebot Afrique sombrait au large des Sables d'Olonne avec 602 personnes à bord. Il y aura 568 victimes. Un vrai traumatisme notamment pour les pêcheurs vendéens qui ont tenté de secourir les passagers. C'est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de France. Voilà pour ce petit mot d'histoire. Mais on revient au 13 janvier 2026 maintenant avec l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur cette rencontre hier entre le sénateur vendéen et président des Républicains Bruno Retailleau et les membres de la coordination rurale de Vendée. Ces derniers sont venus en tracteur devant la permanence du sénateur à La Roche-sur-Yon et ont organisé un barbecue dans la rue, un barbecue durant lequel ils ont pu donc rencontrer Bruno Retailleau et échanger avec lui, mais également avec Didier Mandelli, autre sénateur vendéen et vice-président du Sénat. Je souhaiterais que la France puisse aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour dire mais attendez, il y a un déni démocratique. L'Europe ne peut pas fonctionner comme ça. Si aujourd'hui l'agriculture française est aussi faible, c'est pas seulement parce qu'il y a eu le Mercosur, etc. C'est pas seulement parce qu'il y a des crises sanitaires. C'est parce qu'on a perdu notre compétitivité. En 30 ans, on a mis en l'air l'industrie française. Aujourd'hui, l'industrie française pèse moins de 10%. Et donc ce sont des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Et maintenant c'est le tour de l'agriculture. D'abord parce qu'on a laissé passer au niveau de l'Europe, on ne s'est pas protégé et on a surréglementé en France. La coordination rurale souhaitait par cette opération créer un temps de dialogue avec les élus et porter ses revendications, notamment son opposition au Mercosur et sa demande de vaccination généralisée des bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse. Alors Bruno Retailleau, évidemment,
il a toujours certaines fonctions, mais aussi un réseau sur lequel on peut évidemment s'appuyer pour construire l'agriculture de demain et savoir ce que l'on veut, quoi. Il y a un moment, si on veut quand même exister, il faut continuer le dialogue avec les élus de façon à ce qu'ils puissent prendre la température du terrain. Et là, c'est très bien parce que derrière, il y a des agriculteurs qui parlent de leur vraie vie, quoi, de leurs soucis du quotidien. Et là, on est aujourd'hui en Vendée, mais dans plein de départements, les mêmes démarches sont faites. Et donc, il y a un moment, c'est que l'ensemble de nos élus, députés et autres, évidemment, il faut qu'ils soient absolument... qu'ils aient pleine conscience du problème que l'on a et que demain, les Français auront par rapport à leur qualité d'alimentation. Et à l'issue de cette rencontre avec les sénateurs, Patrice Bétard, le président de la coordination rurale de Vendée, que vous venez de voir, a appelé les membres vendéens donc à rejoindre les membres de la coordination rurale de Charente-Maritime dans leur opération de blocage du dépôt pétrolier de la Palisse à La Rochelle, une opération qui a débuté hier matin et qui se poursuit actuellement. C'est l'une des annonces fortes faites vendredi soir par Alain Leboeuf lors des vœux du conseil départemental. Bientôt, les étudiants vendéens pourront effectuer leur première année de médecine dans le département à La Roche-sur-Yon. Un projet mené par le conseil départemental en collaboration avec l'université de médecine de Nantes et le centre hospitalier départemental. Objectif, attirer des jeunes vendéens dans la filière car d'après l'université, en sortie d'études, les jeunes médecins s'installent principalement dans leur territoire d'origine. Les contours précis de ce projet seront dévoilés ce matin lors d'une conférence de presse au centre hospitalier. Nous y reviendrons en détail demain avec notre invité de la matinale, Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de la Vendée. C'est un combat qu'il mène depuis plusieurs années. Boris est diabétique de type 1 depuis maintenant 15 ans et nourrit un objectif, intégrer les forces opérationnelles de la réserve de la gendarmerie nationale. Archiviste au quotidien, mais aussi membre actif de la protection civile, il a tenté à plusieurs reprises sa chance auprès des forces de l'ordre. À chaque fois, le même obstacle, la visite médicale. Son diabète est jugé incompatible avec une intégration au sein des rangs de la réserve. Un refus qu'il a du mal à accepter, convaincu que sa maladie ne l'empêche ni de servir ni de s'engager. Je vous propose d'écouter son témoignage et d'écouter également les explications sur les critères médicaux d'intégration dans les forces de l'ordre du commissaire Lionel Vanson, directeur départemental de la police nationale. Ils font de l'inaptitude sur un diabète qui n'est plus forcément celui d'aujourd'hui. Ils considèrent que nous, en tant que maladie chronique, on est assujettis à faire des malaises. Donc des hypoglycémies, des hyperglycémies, et ils jugent qu'on peut être un danger aux yeux du grand public, comme au sein des équipes même des forces de l'ordre. Et c'est pour le coup, moi, c'est sur ça que je ne tolère pas en fait, ce discours-là, puisqu'ils portent au fait un jugement sur le diabète qui est déjà dépassé, et de plus, ils ne prennent pas en considération l'évolution technologique qui est en lien avec la maladie, puisqu'aujourd'hui, on dispose, nous, en tant que diabétiques, de matériel plutôt très connecté, autonome, qui nous évite aujourd'hui les crises hyper et d'hypoglycémie. On est obligé d'avoir un certain nombre de critères, donc ça c'est déterminé par un médecin statutaire de la police nationale, et effectivement il y a des candidats qui sont recalés. Alors ça peut être pour des problèmes d'ouïe, ça peut être pour des problèmes de vision, ça peut être pour des problèmes médicaux plus spécifiques, mais c'est important qu'on puisse préserver la santé déjà du personnel, donc du réserviste ou du policier, mais également de ses collègues, parce qu'ils vont intervenir ensemble. Donc si on a un moment qui a un problème, eh ben, ça peut être très compliqué, notamment dans des périodes de stress intenses. Hein. On est quand même sur un métier où on peut avoir des périodes de stress, donc ça peut impacter le physique, bien entendu, et puis aussi les tiers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque qui est pris. Boris a sollicité le tribunal administratif de Rennes qui lui a donné raison, imposant au ministère de l'Intérieur de réexaminer sa situation. À ce jour, il a subi un second refus de la part de la gendarmerie nationale. C'est pourquoi il a procédé à un recours gracieux auprès de cette dernière. La Roche-Vendée Handball est sous pression. Le club lyonnais a été sanctionné par la Commission nationale de contrôle de gestion de la Fédération française en cause des éléments financiers jugés insuffisamment conformes aux exigences fédérales. Résultat, le club se voit retirer son statut VAP, voie d'accès au professionnalisme, et écope également de points de pénalité avec sursis. Des décisions lourdes de conséquences qui interrogent sur les ambitions sportives et l'avenir du club. L'équipe ne peut plus espérer monter
en première division. Et face donc aux inquiétudes des supporters et aux critiques, le président du club se veut rassurant. Pour lui, la situation reste sous contrôle. On avait des fonds propres négatifs depuis la saison 2022-2023, donc on avait 32 000 euros de fonds propres négatifs. Un plan d'appurement sur 2 ans que nous avait imposé la CNCG, qu'on avait commencé à réaliser, qu'on n'a pas réalisé complètement. Et donc le fait de ne pas l'avoir réalisé complètement ne permet pas d'avoir le statut VAP, sauf que quand on a demandé le statut VAP, on n'avait pas pu donner nos comptes certifiés. Donc on était sur des approximations, on est sur des sommes qui sont peu importantes, 2% du budget. Donc c'est ce qui fait que la CNCG nous a enlevé le statut VAP, nous a remis un plan d'appurement à 2 ans, qu'on espère bien faire en une seule année. Ils ont partagé la même aventure et les mêmes galères et samedi dernier, ils se sont retrouvés à terre au Sables d'Olonne. Eux, ce sont les skippers donc de la Mini Transat La Boulangère avec la remise des prix qui s'est déroulée à la salle des Atlantes en présence donc de nombreux skippers et de leurs équipes. Un retour donc en Vendée pour cette soirée quelques mois après le départ donné le 1er octobre dernier depuis les Sables d'Olonne. Un départ que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur TV Vendée. L'occasion pour beaucoup de se remémorer cette course qui s'est étalée sur plusieurs semaines entre l'Atlantique et les Antilles, marquées par des conditions météo difficiles. Là, de revenir à froid après plusieurs semaines, ça fait un effet c'est un peu bizarre comme impression, de revoir tous ces visages familiers qu'on a vus en Guadeloupe au choix, une arrivée dans une euphorie un peu folle. Donc, mais en tout cas, je suis très heureux de revenir, de le revoir et de revenir ici au Sables d'Olonne en Vendée, parce que c'est là où tout a commencé il y a 3 mois, quoi. Donc, c'est un beau sentiment de revenir. Si c'était à refaire, ce serait pas à refaire. Honnêtement, la Mini Transat, moi, je les vivrai qu'une fois, je pense, parce que les émotions en mer, on les vit plus intensément quand c'est les premières fois. Et j'ai pas envie de revenir en me disant que ça pourrait être aussi bien que mes 2 premières saisons de Mini. J'ai peur d'être déçu parce que j'ai passé 2 années incroyables, les 2 plus belles années de ma vie. La Transat, je suis passé un peu à côté, mais c'est pas que ça, un projet Mini. Donc revenir, ça veut dire refaire tout ce chemin. Et non, j'en suis déjà très fier. J'ai pas envie forcément de remettre une pièce dans la machine aujourd'hui. La Mini Transat, c'est vraiment quelque chose d'assez indescriptible. Ce qui va me marquer pour moi, c'est vraiment l'arrivée en Guadeloupe c'est vraiment un cocktail d'émotions assez incroyable d'avoir traversé un océan sur ce petit bateau-là. Donc s'il y a un souvenir à garder, c'est l'arrivée en Guadeloupe. Ouais. Et il y avait un absent parmi les skippers, le Vendéen Amaury Guérin, 3e de l'épreuve dans la catégorie série. Celui-ci avait décidé avant le départ de ne pas rentrer tout de suite une fois arrivé en Guadeloupe et de rester plusieurs mois pour suivre en partie ses études au Canada. Il retrouvera son bateau en mai prochain en Guadeloupe afin de reprendre la mer pour rentrer en Vendée et effectuer ainsi une boucle transatlantique. Nous l'avons contacté pour prendre de ses nouvelles. Alors mon objectif au départ c'était d'atteindre le podium et donc à l'arrivée il est rempli, donc de ce point de vue-là je suis très content. Même si évidemment j'aurais bien aimé titiller le 1er et le 2e, mais je suis quand même très content de ce podium. Et si je dois tirer un bilan aussi de mes meilleurs souvenirs de la course, je pense qu'il y a eu certains moments assez magiques avec peu de vent le long des îles Canaries, où il y avait dans la nuit le plancton bioluminescent autour du bateau. C'était vraiment des moments magiques dont je me souviendrai toute ma vie. Et aussi cette arrivée assez fantastique aux Antilles, après 15 jours sans voir la terre, en solitaire, voir les îles antillaises sortir, la Guadeloupe sortir à l'horizon, et puis tous les bateaux venir autour de mon petit Youpi l'ourson pour m'accueillir au coucher du soleil. C'était un peu paradisiaque comme arrivée. Maintenant, évidemment, un petit pincement au cœur de se dire qu'il y a tous mes concurrents qui sont maintenant des amis, qui sont tous rassemblés au Sables d'Olonne. Mais je serais aussi très content de revoir tous mes proches, tous mes amis quand je rentrerai en juillet prochain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire ensemble un point rapide sur votre météo du jour. Je vous le disais tout à l'heure, le ciel est nuageux ce matin sur une bonne partie de la Vendée, notamment sur le littoral. Comptez à 5 à 7 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, les conditions vont rester très similaires à celles de ce matin. Les températures seront plus douces avec 10 degrés au minimum dans les terres et 11 sur le littoral. Il est temps de passer maintenant au plus de l'info du jour.
Et c'est actuellement la période des vœux, bien sûr, et nous avons suivi les vœux 2026 de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Rencontre donc ce matin avec son président qui dresse le bilan de l'année 2025 et parle des perspectives pour 2026. Elle a été moyenne, oui, avec, comme il le disait tout à l'heure, de la résilience. On avait davantage de craintes sur le bâtiment qui, malgré tout, s'est bien maintenu. Alors, on ne voit plus d'entreprises mettre des panneaux sur le bord de route en termes de recrutement, mais par contre, ils ont maintenu leurs salariés dans les entreprises sur cette année 2025. Il n'y a pas eu de mise au chômage des salariés dans les entreprises. Les trois grands secteurs, nous, c'est les métiers de service. Donc les métiers de service, même si on a connu une année un petit peu difficile sur les métiers de la coiffure, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises là aussi, avec des consommateurs qui ne vont plus ou moins vite chez le coiffeur quand il y a une difficulté financière dans le foyer. Et donc des métiers de service en baisse un petit peu sur le secteur de la coiffure. Les métiers de taxi, tout ça, ça fonctionne bien, avec beaucoup de création d'entreprises dans le domaine des taxis. Les garagistes, alors avec les garagistes, j'en parlais tout à l'heure, avec une grosse révolution. On va appeler ça une révolution, la voiture hybride, la voiture électrique. Donc c'est vraiment un métier, mais qui marche bien, mais qui se remet en question énormément de ce moment. On ne va pas connaître non plus de gros changements. Moi, c'est mon point de vue. Hormis quand même cette difficulté temporaire de la prime rénov' que nos gouvernants n'arrivent pas à stabiliser. Et là, il y a, sur ce début d'année, et les organisations professionnelles du bâtiment le diraient encore mieux que moi, il y a cette interrogation sur la prime rénov', quand est-ce qu'elle va revenir et à quel montant. Puis une autre incertitude que j'ai soulignée tout à l'heure, enfin c'est pas une incertitude, ça se vérifie à chaque fois, c'est les années d'élections locales où on a un frein ou un ralentissement sur les appels d'offres publics, ce qui amène moins de travail pour l'artisanat du bâtiment et les entreprises du bâtiment. Une année de rentrée en formation par alternance, l'apprentissage sur l'artisanat et au rond-point des Coteaux qui s'est stabilisé. On a eu une légère baisse, mais qui est due aussi à la démographie. Mais nous sommes dans des chiffres plutôt mieux que ce que nous pensions sur cette rentrée 2025. Et nous sommes déjà en campagne pour la rentrée 2026, puisque c'est la période des portes ouvertes qui arrive. Et puis, c'est la période aussi où les entreprises s'interrogent et commencent à recevoir des jeunes aussi pour la rentrée 2026. Et je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps, comme tous les mardis, de parler maintenant de santé. Et cette semaine, dans Hôpital Mode d'Emploi, nous vous présentons le dispositif du patient 3D. Mais qu'est-ce que ce dispositif ? Eh bien, il permet aux patients de se rendre au bloc opératoire en marchant. Les patients capables donc de marcher s'y rendent debout, accompagnés par un soignant et non plus par un brancard. C'est plus de confort et donc d'autonomie, avec un objectif principal, à réduire le stress et l'anxiété avant l'opération et donc favoriser également une récupération plus rapide. Ce projet a été porté par les équipes de chirurgie ambulatoire et du bloc opératoire et il concerne environ 150 patients par semaine. Patient 3D, c'est le patient digne, debout, détendu. C'est à savoir un patient qui va aller de l'hospitalisation, donc du service d'ambulatoire, debout jusqu'au bloc opératoire. Ça semble assez simple, ça demande un petit peu de réglage, mais c'est beaucoup plus confortable pour les gens. Vous allez déjà être vous-même acteur de votre prise en charge, vous allez pouvoir vous déplacer, être debout comme la personne qui vous soigne. Vous ne serez pas forcément allongé, vu de haut, regardé de haut par les acteurs autour de vous. Quand vous allez vous déplacer normalement, en marchant. Vous aurez une tenue un peu plus adaptée que certaines blouses d'hôpital qui ont mauvaise réputation, dirons-nous. Et lorsque vous allez au bloc opératoire, vous pouvez marcher. Pourquoi vous n'iriez pas en marchant ? Et pourquoi plutôt dans un brancard ? Vous allez voir que les néons et le plafond.
un petit peu source d'angoisse, on ne sait jamais, des fois ça tape dans les murs, on ne sait pas où on va parce qu'on est dos à la route. Alors on voit l'ambulancier qui est très compétent, c'est pas la question, mais c'est pas toujours rassurant. Et arrivé là-bas, on va vous emmener tranquillement dans plusieurs endroits de repos, des vestiaires qui vont être beaucoup plus confortables qu'une attente allongée avec des brancards. Et après, on va vous emmener directement en salle d'opération. Vous allez voir le personnel qui va s'occuper de vous, votre médecin anesthésiste, monter sur votre table d'opération. Vous êtes là pour vous soigner, vous. Et après, le circuit est standard. Vous allez vous réveiller, évidemment. On reste allongé quand on se réveille, on reste allongé quand on revient dans le service d'hospitalisation. C'est possible dans la majorité des cas. Simplement, évidemment, si on ne peut pas se déplacer, on ne va pas le faire. C'est la principale fin. Hein. Si on ne peut pas marcher ou si on a besoin d'une aide, on ne va pas pouvoir le faire. Ou pour des interventions qui sont un petit peu particulières, dans des contextes un petit peu particuliers, mais la majorité des patients, je dirais 95% pour nous, comme dans d'autres hôpitaux, hein, vont pouvoir aller au bloc debout. C'est toujours au choix du patient. La majorité des patients vont aller debout pour des questions organisationnelles et de confort pour eux. Mais si un patient a nécessité d'être allongé sur recommandation médicale ou sur son souhait, il peut bien sûr l'être. Il faudra bien qu'ils comprennent, c'est que les temps d'attente vont être un petit peu plus longs, dans une chambre d'hospitalisation qui est un peu moins cocooning que les vestiaires d'attente dont j'ai parlé. Et puis, il ne verra pas la route jusqu'à arriver au bloc opératoire. Donc, ce qu'on pense être un confort en se disant « je suis malade, il faut que je sois allongé », parce que quand même, quand on est malade, on est allongé, c'est pas forcément une bonne référence. Debout, ça marche aussi bien. On a eu un petit souci, c'est qu'on s'est lancé dans le protocole un petit peu avant le Covid. Ça nous a un petit peu autour de 2020, donc des petits déboires. Et puis l'architecture contrainte du centre hospitalier, qui nous a également un petit peu ralenti, mais avec l'aide de la direction et des différents acteurs, notamment de l'équipe de l'ambulatoire et le chef de service que je représente. Ça s'est très bien passé. Les patients ont été motivés, le bloc opératoire, tous les acteurs, les anesthésistes, les personnels, tout le monde s'y est bien mis et les patients sont très satisfaits. On avait un petit peu éventuellement d'inquiétude parce qu'une patientèle assez âgée sur Chaland. Et ça s'est très très bien passé. Les patients recommandent et aiment beaucoup ce type de prise en charge. Il faut bien noter, c'est quand vous êtes debout, dans la salle d'attente, vous avez votre téléphone portable, vous avez une télé, ce que vous n'auriez pas forcément dans une chambre d'hospitalisation ou dans une attente couchée. Et voici pour ce nouveau numéro de Hôpital Mode d'Emploi en collaboration avec les hôpitaux de Vendée. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Effervescence, votre émission culture chaque mardi sur TV Vendée. Aujourd'hui, Catel Lejeune va à la rencontre d'une comédienne et auteure vendéenne. C'est le moment de retrouver notre invitée de la semaine. Cette fois-ci, c'est Delphine Chicoineau, comédienne, metteuse en scène, auteure. Elle fait énormément de choses. Elle est peut-être bien connue des Sablés car elle tenait la boîte à rire avec son mari Jacques Bernet. Et nous avons parlé aujourd'hui de son parcours, de sa passion pour le théâtre, le spectacle pour enfants et surtout de cet événement, le Festival d'humour des Sables d'Olonne qu'elle organise ce mois-ci du 23 au 25 janvier à la salle Gargamel. Je vous propose tout de suite de retrouver cette interview. Delphine, bonjour. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de ce moment qu'on va passer ensemble pour parler un petit peu de toi, de ton parcours et puis donc de ce festival qui se prépare au Sables d'Olonne en ce début d'année 2026. Bonne année d'ailleurs. Merci, bonne année à toi. Avec plein de beaux spectacles et de beaux projets. Donc toi Delphine, tu es comédienne, artiste de scène, tu es metteuse en scène, tu es auteure aussi, tu as écrit pas mal de pièces et donc tu es dans le monde du spectacle depuis quelques temps. Alors j'avais envie de savoir depuis quand et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, je veux faire du théâtre, je veux faire du spectacle. Ça va être ça ma vie. Eh ben, ça remonte à enfant. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et je ne sais pas pourquoi, par contre, mais j'ai toujours aimé. Alors, j'apprenais, quand j'étais toute petite, les poésies. Et après, en grandissant, j'ai découvert Molière. Et alors, j'adorais ça. J'apprenais par cœur des scènes de Molière, toute seule dans ma chambre. Okay. Et je faisais tous les personnages. D'accord. Et donc, un jour, ma maman s'est dit, on va peut-être l'inscrire au théâtre. Et c'est comme ça que c'est venu, vraiment. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu envie de ça. De raconter des histoires, de faire des personnages, etc. Et puis après, du coup, j'ai fait des cours de théâtre. J'ai été au conservatoire.
Et au sortant du conservatoire, rien à voir, j'ai écrit un one-woman show et je suis partie le jouer dans les petits cafés-théâtres, dans les restaurants, dans les bars. De Paris ? Non, j'habitais à l'époque dans le sud de la France. Et rendez-vous donc sur TV Vendée aujourd'hui pour découvrir ce nouveau numéro d'Effervescence. On passe maintenant à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, c'est un plateau donc traiteur offert par le restaurant Green sur mesure avec pas mal de petites mignardises à l'intérieur. Pour espérer le remporter, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Quelle licence fête cette année ses 30 ans et était à l'honneur lors du Wizard de Furusato à Saint-Hilaire de Rayé. Et voici l'indice du jour. Cette licence est née au milieu des années 90 et a grandi avec toute une génération qui avait notamment l'habitude de regarder la télévision en rentrant notamment de l'école ou encore en allant après être allé du côté de la plage des Demoiselles, justement à côté de Saint-Hilaire de Rayé. Vous avez comme d'habitude jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même lieu, à même heure, avec comme invité demain à 8h10 Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. L'actualité, elle, revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Hubard. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr.